La littérature décrit le monde, son époque. Dans cette série de podcasts, nous allons faire cohabiter les classiques de vos bibliothèques et ceux de vos dressings pour comprendre ce qu'est la mode. Bonjour et bienvenue sur le dehors. Zola écrit en 1883 Au bonheur des dames. Dès le premier chapitre, il y décrit les grands magasins que nous connaissons encore aujourd'hui à travers les yeux de Denise, jeune provinciale fraîchement débarquée à Paris. Denise eut la sensation d'une machine, fonctionnant à haute pression, et dont le branle aurait gagné jusqu'aux étalages. Ce n'étaient plus les vitrines froides de la matinée. Maintenant, elle paraissait comme chauffée et vibrante, de la trépidation intérieure. Du monde les regardait, des femmes, arrêtées, s'écrasaient devant les glaces, toute une foule brutale de convoitises. Et les étoffes vivaient dans cette passion du trottoir. Les dentelles avaient un frisson, retombaient et cachaient les profondeurs du magasin d'un air troublant de mystère. Les pièces de drap, elles-mêmes, épaisses et carrées, respiraient, soufflaient une haleine tentatrice. Tandis que les paletots se cambraient davantage sur les mannequins qui prenaient une âme, et que le grand manteau de velours se gonflait, souple et tiède, comme sur les épaules de chair, avec les battements de la gorge et le frémissement des reins. Mais la chaleur d'usine dont la maison flambait venait surtout de la vente, de la bousculade des comptoirs qu'on sentait derrière les murs. Il y avait là le ronflement continu de la machine à l'œuvre, un enfournement de clientes entassées devant les rayons, étourdies sous les marchandises, puis jetées à la caisse. Et cela réglé, organisé avec une rigueur mécanique, tout un peuple de femmes passant dans la force et la logique des engrenages. Denise, depuis le matin, subissait la tentation. Ce magasin, si vaste pour elle, où elle voyait entrer en 1 heure plus de monde qu'il n'en venait chez Corneille en 6 mois, s'étourdissait et l'attirait. Et il y avait, dans son désir d'y pénétrer, une peur vague qui achevait de la séduire. Aujourd'hui, je vais tâcher de vous expliquer ce qu'est véritablement le grand magasin. Pour ça, on va balayer son histoire, donc évidemment la création de ce nouveau moyen de consommer, puis son développement, et enfin on va se questionner sur ce que ces grands magasins ont apporté à la femme d'aujourd'hui. Premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que les premiers grands magasins sont apparus au XIXe siècle. Avant ça, on consommait de manière drastiquement différente. Les femmes les plus aisées pouvaient se rendre dans les galeries de bois du Palais Royal, qui avaient été construites par le duc d'Orléans pour subvenir à ses besoins, à l'époque où la monarchie avait plus ou moins besoin d'arrondir ses fins de mois. Donc, les grands magasins apparaissent à la fin du XIXe. Et dès le début, le principe est quand même assez similaire à ce qu'on peut connaître aujourd'hui. Dans les grands magasins, chacun peut y entrer. L'entrée est totalement libre et déjà, en soi, c'est une première innovation. La deuxième innovation, c'est que le prix est affiché. Étant donné qu'on achète un produit fini, il n'y a plus d'augmentation surprise de dernière minute. Au niveau de l'organisation interne du grand magasin, on est aussi sur une disposition qui est assez semblable à celle d'aujourd'hui. Les grands magasins sont agencés en plusieurs départements et la moyenne bourgeoisie va venir y observer ce qu'on appelle les premiers vêtements de confection, c'est-à-dire les premières pièces fabriquées en série. Les premiers noms des grands magasins sont la Belle Jardinière, créée en 1824, ou les Trois Quartiers en 1829. Peu à peu, le principe du grand magasin est apprécié par les clientes. Le principe sera adulé un peu plus tard grâce à un homme, Aristide Boucicaut. Il va prendre la tête du Bon Marché, qui n'était qu'un magasin sur la rive gauche de Paris, pour en faire ce qu'on en connaît aujourd'hui, le temple de la consommation. Alors, comment il s'est débrouillé ? Très simplement, grâce à un coup de com' inédit à l'époque, il propose à ses clientes de ramener en magasin les articles qu'elles ne veulent plus une fois rentrées à la maison. C'est le début de l'infernal retour sans frais. Zola, dans Au bonheur des dames, va décrire cette fièvre acheteuse adoucie par une politique de retour simple et efficace.
Par exemple, je cite « Et la femme, qui résistait, trouvait là une dernière excuse, la possibilité de revenir sur une folie. Elle prenait la conscience en règle. Maintenant, les rendus et la baisse des prix entraient dans le fonctionnement classique du nouveau commerce. » La devise d'Aristide Boucicaut, père du Montmarché, va donc devenir « Ici, on reprend tout ce qui a cessé de plaire ». Et aujourd'hui, les nouveaux mass market en ligne, comme Azos par exemple, basent leur succès sur le même principe. Vous pouvez acheter et acheter beaucoup, sans aucune crainte, parce que vous pouvez toujours rendre si jamais vous changez d'avis. Maintenant, on va s'intéresser au développement de ces grands magasins. Des hommes comme Jules Jaluzeau ou encore Ernest Cognac voient que le bon marché tourne à plein régime et ils vont fonder le Printemps en 1865 et la bien connue Samaritaine 4 ans plus tard, pour enfin aboutir aux fameuses Galeries Lafayette en 1895. Évidemment, le phénomène n'est pas resté français et loin de là. Les États-Unis avec New York et Chicago, puis Londres dès 1884 avec Marks & Spencer et Harrods. Ces grands magasins vont aussi abriter les premiers défilés de mode. Les mannequins ne sont plus seulement les stockman en bois, mais de véritables femmes qui présentent les collections. Et là, on est également sur une vraie innovation qui va participer au développement des grands magasins. Il existe un parallèle fort également entre église et grands magasins et je vais essayer de vous l'expliquer maintenant. Ce qui est intéressant de noter, c'est que la société de l'époque est empreinte de la culture religieuse et va peu à peu glisser vers le culte de la consommation. Alors comment et pourquoi ? Tout d'abord parce que l'église, le bâtiment, impose une structure spirituelle, avec son allée centrale, ses vitraux, l'autel, ses plafonds voûtés. Et le grand magasin, lui, l'a bien compris et va reprendre sa structure d'une certaine manière, avec les coupoles en verre, en fer forgé, les allées clairement dessinées. Et tout ça va contraindre les corps et les esprits à emprunter le chemin de la consommation. On peut parler de parcours d'achat parfait au sein de ces grands magasins. Zola, dans Au bonheur des dames, ira même jusqu'à parler de cathédrale de la consommation. On peut même lire la comparaison suivante, je cite « Sa création apportait une religion nouvelle. Les églises que désertait peu à peu la foi chancelante étaient remplacées par son bazar. Dans les âmes inoccupées désormais. La femme venait passer chez lui les heures vides, les heures frissonnantes et inquiètes, qu'elle vivait jadis au fond des chapelles. Dépenses nécessaires de passions nerveuses, lutte renaissante d'un Dieu contre le mari, culte sans cesse renouvelé du corps avec l'au-delà divin de la beauté. » Ici, on pourrait observer Emma Bovary, si elle était née 50 ans plus tard, essayant de combler un vide existentiel par une consommation exacerbée. Le parallèle entre la religion et la consommation, plus particulièrement du bien de mode, n'est pas nouveau, mais c'est dans l'architecture du grand magasin qu'il va véritablement s'incarner physiquement. Maintenant, on peut se demander ce que les grands magasins ont apporté aux femmes. Donc le grand magasin est un lieu de consommation, oui, mais pas seulement. En fait, les grands magasins ont participé à l'émancipation de la femme dans le sens où ils leur offraient un endroit dédié, un prétexte pour sortir de chez elle, un lieu de promenade. Parce que oui, la femme appartenait à l'époque au monde de l'intérieur et grâce aux grands magasins, elle a désormais une raison pour sortir de chez elle. Elle va se promener dans les allées et c'est comme ça que le lèche-vitrine est né. Donc jusque-là, on était sur la fin du 19e siècle et le début du 20e. Mais après ça, il y a eu la crise économique de 1930 qui va bouleverser le principe du grand magasin. Et c'est à ce moment-là que les Galeries Lafayette vont ouvrir le premier Monoprix, le magasin à prix unique, et les grands magasins vont se multiplier, surtout en banlieue pendant l'après-guerre. C'est l'apparition des premiers malls, des centres commerciaux construits comme des villes, où la seule activité va être d'acheter beaucoup et surtout d'acheter de tout. À ça, on peut ajouter que les femmes commencent aussi à cette époque à gagner leur indépendance financière et ne dépendent plus entièrement de leur mari pour leurs dépenses. Et ces malls et ces magasins à prix unique vont grandement leur faciliter la vie. On est sur l'avènement véritablement de la consommation à grande échelle. Cependant,
Le féminisme des années 60 va venir entacher en quelque sorte la réputation des grands magasins. On va les accuser de maintenir les femmes de l'époque dans une forme d'abrutissement due à une consommation excessive. Les femmes vont acheter et elles ne font plus que ça, complètement sous l'emprise d'une consommation frontale et agressive due notamment à la télévision. Alors le grand magasin qui avait offert aux femmes une raison pour sortir de chez elles, un moyen de s'émanciper, va être accusé de les enfermer à nouveau dans un intérieur qui ne stimule que par le passage en caisse. Et ça, Zola l'avait déjà bien ressenti. Il décrit Mouret, donc homme à la tête du bonheur des dames, comme ayant, je cite, « l'unique passion de vaincre la femme, il la voulait reine dans sa maison, il lui avait bâti ce temple pour l'y tenir à sa merci. » Alors qu'en est-il aujourd'hui ? Aujourd'hui, le grand magasin est tout de même un peu sorti de cette critique féministe. Comment ? Par son positionnement tout d'abord. Pour se différencier des gigantesques malls et des centres commerciaux de banlieue, espaces de surconsommation, le grand magasin choisit un positionnement luxe. Les départements ne sont plus organisés par type de produit, mais par marque. Vous y trouvez donc des corners spécifiques à chaque enseigne. Ce phénomène est lié à la logique d'image de marque née d'une nouvelle manière de communiquer. Et c'est peut-être là la clé du succès des grands magasins. Alors que les zones commerciales de banlieue ne bénéficient pas d'une image qualitative, le grand magasin de centre-ville, et plus particulièrement parisien, a gardé son aura et son influence sur la manière de consommer la mode, et plus particulièrement le luxe, grâce à un positionnement clair et une logique de magasin multimarque à l'heure où la mode mélange les créateurs et les styles. Le succès de ces magasins est aussi dû à leur avantage concurrentiel par rapport aux centres commerciaux. Les grands magasins peuvent renouveler leur offre à grande vitesse et s'adaptent aux changements sociétaux de manière très rapide. Si les grands magasins pouvaient être qualifiés il y a une dizaine d'années de dinosaures de la distribution, il s'avère qu'ils n'en demeurent pas moins aujourd'hui en croissance permanente. Les grands magasins peuvent suivre l'accélération des cycles de la mode, alors que les centres commerciaux, par l'impératif du bail avec une enseigne spécifique, ont du mal à suivre le rythme. Par exemple, les Galeries Lafayette renouvellent leur offre à raison de 10% par an, ce qui leur permet de rester au rang de plus grands magasins du monde par le chiffre d'affaires. Les dinosaures de la distribution ont donc encore de beaux jours devant eux et pourront s'adapter aux besoins sociétaux en permanente évolution. Comme le disait Andy Warhol, les grands magasins sont un peu comme des musées. Alors j'espère que la visite fut bonne et que cet épisode a pu vous en apprendre un peu plus sur la naissance et l'évolution de ces monstres de la consommation. Merci pour votre écoute et à bientôt sur le dehors.